Aujourd'hui, un sujet qu'on va adapter, je sais qu'on est un peu tôt dans la saison pour parler des nitrates, puisque c'est des conditions spécifiques qu'on va retrouver des très grandes quantités de nitrates, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que les nitrates vont avoir des impacts sur la qualité des fourrages, possiblement la santé des animaux, et du même coup aussi sur votre sécurité lors des processus de fermentation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Un simple rappel du cycle d'azote, on l'avait vu il y a 2-3 semaines en fin de compte pour la fertilisation azotée des graminées, c'est que simplement pour vous rappeler, lorsqu'on applique des engrais en fin de compte minéraux, ceux-ci sont sous forme de nitrate ou d'ammonium et peuvent à la fois être lessivés et à la fois être observés sous forme de nitrate d'ammonium par cette plante-là. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il se passe des périodes de volatilisation. Aussi, l'ammonium peut être conservé sous forme organique. Cela étant dit, comme vous pouvez constater, oui, il peut y avoir des nitrates dans le sol, oui, il peut y avoir de l'ammonium dans le sol, et ces molécules-là qui sont absorbées par la plante par la suite. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien qu'on regarde, c'est quoi des nitrates? Premièrement, juste pour vous rappeler aussi qu'on parle souvent d'ion nitrate, qui est le NO3, et l'azote de nitrate, qu'on va voir tantôt pour les limites maximum pour les dangers chez les animaux, que lui, c'est du NO3N. Lorsqu'on parle de métabolisme des nitrates chez la plante, qu'est-ce qui se passe? C'est le nitrate va se transformer en nitrite. Par la suite, ça va se transformer en ammonium, qui, lui, va pouvoir être utilisé pour produire des acides aminés et des protéines. Et notre problème en tant que tel, c'est lorsqu'il y a des stress chez la plante qui empêchent le développement, le processus est arrêté au niveau des nitrates et des nitrites et ils ne peuvent pas être accumulés sous forme de protéines. Et ça, il y a des facteurs de risque qui entraînent, ici c'est un triangle, on pourrait dire, un facteur de risque qui entraîne cette accumulation de nitrates-là. Il y a des facteurs environnementaux qu'on va regarder ensemble, les facteurs nutritionnels et certaines cultures, parce que ce n'est pas toutes les cultures qui ont la capacité d'accumuler des nitrates. Il faut se souvenir que lorsqu'il y a une accumulation de nitrates, c'est surtout dû avec des stress qui empêchent le développement de la plante. Lorsqu'on regarde précisément c'est quelles plantes sont plus à risque d'accumuler des nitrates, on parle des graminées de saison chaude, comme le sorgho, l'herbe du Soudan, le millet perlé, le maïs, ou on peut même trouver certaines mauvaises herbes comme l'amarante, le chinapode blanc et aussi l'orge, en fin de compte, c'est des plantes qui ont une très grande capacité d'accumuler des nitrates ou qui sont beaucoup plus à risque. Les plantes faites plus à risque, les graminées de saison froide, le dactyle, la fétuque et les légumineuses en général sont à moins à risque d'accumuler des nitrates. Je ne dis pas qu'ils n'en accumuleront pas des nitrates, c'est simplement qu'ils sont moins à risque d'en accumuler que ceux qu'on a présentés dans la dernière diapositive. Lorsqu'on parle, regarde les facteurs à risque au niveau du sol, c'est une forte teneur en azote, soit en fin de compte à cause d'une surfertilisation, une accumulation de l'azote. Un pH supérieur à 7, en fin de compte, c'est ce qui joue en littérature, c'est pas quelque chose qui arrive au Québec. Une déficience en phosphore qui semble avoir démontré que ça peut entraîner une augmentation de l'accumulation de nitrates dans la plante. Lorsqu'on parle des facteurs environnementales, une condition, toutes les conditions adverses qui réduisent la croissance et le stress. Ça peut inclure, en fin de compte, une pluie après une période de sécheresse, toutes les périodes de sécheresse, la sécheresse en elle-même, de la grêle, du gel, des longues périodes d'ennuagement en tant que tel où la plante n'est pas capable d'utiliser ce nitrate-là pour développer de la biomasse. Et il y a certaines applications d'herbicides, je crois, comme le 2,4-D, qui ont des impacts pour entraîner une accumulation des nitrates. Maintenant, c'est étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au champ pour réduire cette accumulation de nitrates? Premièrement, ne pas surfertiliser en azote. Éviter de faire pâturer ces plantes-là. Lorsqu'on sait qu'il y a des périodes de croissance, qu'il y a eu des périodes de forte période de sécheresse, surtout pour l'herbe du Soudan et le sorgho, il faut éviter de le faire pâturer. Ne pas éviter de servir ces fourrages-là qui sont verts ou en foin, parce que la fermentation aide à réduire la quantité de nitrate dans les fourrages. Privilégier l'entreposage d'ensilage, mais il faut faire attention, lorsque les ensilages fermentent, il y a du NO2 qui est produit, puis c'est un gaz toxique et dangereux pour les humains, surtout en début de fermentation, puis on va en discuter plus tard. Par la suite, il faut couper au bon moment pour tenir compte des conditions stressantes qui sont éviter de faire une coupe les premiers jours suivis à la suite d'une pluie après une sécheresse. Éviter après un gel. Éviter de récolter un plant qui est immature. Et si vous voyez ces problématiques-là, il est possible d'augmenter la hauteur de coupe. Pour la maïs, oui, habituellement, c'est entre 10 à 12 pouces, mais vous pouvez monter jusqu'à 20 pouces. Et ça permet de réduire la quantité de nitrate dans la plante. Autre chose importante, c'est lors de la fermentation. La fermentation, c'est un bon moyen en tant que tel de réduire la quantité de nitrate des ensilages, alors il ne faut pas que ce soit un problème. Par contre, l'enjeu, comme j'ai dit, ça peut réduire de 25 à 65 en moyenne 40 de la teneur en nitrate.
mais il ne faut pas fournir des ensilages qui sont récemment fermentés, comme l'ensilage de maïs, tout de suite commencer à donner aux vaches. Et là, les vaches vont être à risque d'avoir des trop grandes quantités de nitrates. Autre chose, il faut éviter de rentrer dans les silos dans les 3 à 4 premières semaines après les récoltes et appliquer les bonnes pratiques, en fin de compte, de fermentation pour éviter des enjeux de santé pour la personne. Maintenant, ça, c'est fait, mais c'est quoi les limites? C'est quoi les barèmes qu'il faut regarder puis, pour considérer les nitrates? Il y a différents modes d'évaluation qui sont quantitatifs, qualitatifs, quantitatifs et semi-quantitatifs. Le nitrate quick test qu'on va voir un peu plus, c'est une méthode qualitative. La méthode strip test, en fait, c'est une petite bande que peut-être vous utilisez déjà, qui est pour une méthode semi-quantitative. Et après ça, les analyses laboratoires, qui est possible de les envoyer pour faire ce type de choses. La méthode Quick Test, en fin de compte, c'est une solution, c'est une approche qui est vraiment qualitative, c'est une solution de diphénylamine et d'acide sulfurique qui va juste permettre de savoir est-ce qu'il y a acide nitrate ou non en changeant de couleur. C'est en fin de compte d'appliquer, on fait une coupe, je vais le montrer une photo prochainement, on fait une coupe transversale de la tige de la plante, on applique 1 à 2 gouttes sur la tige pour voir est-ce qu'il y a un changement de couleur. Vous pouvez constater ici, entre avant et couleur, après, ça nous indique, oh, il y a une bonne quantité de nitrate à l'intérieur. Il faudra les envoyer au laboratoire pour faire une évaluation de la plante. Autre type de tests, les strip tests, peut-être qu'ils utilisent chez vous, qui permettent d'évaluer différentes composantes, le NO2 puis le NO3. Souvent, c'est nécessaire de sécher la plante, la moudre et l'humidifier pour réussir à faire une évaluation. Et ici, en gros, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dans l'université, qu'est-ce qu'ils ont comparé? Ils ont comparé le strip test, en fin de compte, avec les petites bandes et les résultats en laboratoire pour voir c'est quoi la vraie valeur. Qu'est-ce qu'on peut constater? Le strip test semble vraiment plus efficace lorsqu'on est en dessous de 1500 ppm de nitrate par rapport aux résultats. En fin de compte, ça reste similaire, mais il y a une grande marge en fin de compte parce que le strip test dit qu'on est à 1500, mais ça peut varier de 0 à 6000. Puis plus qu'on va élever en 10 000, le strip test, peut-être, il dit 10 000, mais sa variation va de 2500 à 14 000. Vous voyez, il y a une très grande variabilité. Autre chose, ici, c'est le fameux quick test par rapport au laboratoire. Lorsque le quick test disait oui, on voulait voir en fin de compte qu'il y avait, c'était une très grande variété, ça allait quasiment de 0 jusqu'à 1200. Puis lorsque le quick test disait non, il y avait quand même une quantité appréciable de nitrate dans la plante lorsqu'on comparait à celui-ci. Ça, un peu, c'est les mêmes résultats. Ici, on voit le strip test, le quick test versus le nombre d'échantillons puis le pourcentage. Le strip test, on avait 73 du temps que c'était correct versus 44 pour le quick test qu'on voulait juste oui ou non. En termes de faux positifs, en fin de compte, il y a 9 du temps qui disait qu'il y avait des trop grandes quantités, 12 du temps qu'il y avait de trop grandes quantités. Un faux négatif, ce qui veut dire que le test disait qu'il n'y avait pas, mais qu'il y en avait, puis c'était 15 du temps le strip test et 31 du quick test. Vous voyez, ce pas des tests qui sont infaillibles. C'est pour ça que les méthodes en laboratoire sont à privilégier dans le temps. Pour les bonnes pratiques d'analyse, on peut utiliser un test en laboratoire ou un quick test de différents endroits, à la reprise d'îlot ou un fourrage fraîchement coupé qui va être servi en verre en fait contre l'animal. C'est le moment à faire. Il faut faire attention, c'est que la concentration de la plante varie de jour en jour. Fait qu'un test une journée ne veut pas impliquer la même valeur d'une journée suivante. Il faut être assuré de prendre un échantillon qui est représentatif, de congeler l'échantillon pour éviter la perte de nitrate durant le transport vers le laboratoire et demander une analyse des nitrates et des nitrites. Si vous pouvez faire aussi des tests qualitatifs avec le quick test, en fin de compte, qu'on avait discuté précédemment aussi pour vous donner un résultat plus rapide. Autre chose importante aussi, c'est de valider si vous avez des problèmes de nitrate dans les entreprises, allez valider la quantité de nitrate qui se trouve dans l'eau, parce qu'il y a des quantités maximales qui est possible de faire. Il y a plein de compagnies qui en offrent, je pense que Lactanet offre ce type de service-là aussi pour analyser ça. Ici, je vais vous montrer les différents niveaux de toxicité en fonction de l'azote nitrate et les nitrates en forme de ppm ou en pourcentage de matière sèche. Et je vais vous montrer deux grilles. Une grille qui vient d'Ontario, puis une grille qui vient de l'Université du Wisconsin, le Dr. Dan Andersenders, où qu'on retrouve ici, en bas de 350, c'est sécuritaire. Lorsqu'on est entre 350 et 1130, en fin de compte, c'est généralement sécuritaire pour les femelles qui sont non gestantes. Puis, c'est maximum pour les femelles gestantes, 50 de la ration. Et lorsqu'on parle de 1130 à 2260, on essaye de limiter à 25 ou 50 de la ration pour les femelles qui sont non gestantes et aucune pour les femelles qui sont gestantes. Et lorsque c'est au-dessus de 2260, on évite la consommation. Ici, c'est le même test. Vous pouvez constater qu'il y a une grande différence entre les recommandations. On ne passera pas beaucoup de temps sur celui-ci. Mais vous voyez, tantôt, on était en bas de. On était plus en bas de 1000, en fin de compte, c'était sécuritaire.
En fin de compte, ici aussi, en fin de compte, mais il y avait des quantités qui sont. La marge de manœuvre est beaucoup plus, comment je pourrais dire, il laisse plus d'espace pour cette grille. Puis qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est dangereux de nitrate? C'est que souvent, les nitrites, qu'est-ce qu'ils vont ils vont se transformer l'hémoglobine en météomoglobine. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une autre forme, en fin de compte, de l'hémoglobine, qui, elle, ne peut pas transformer l'oxygène. Ce qui veut dire qu'il va asphyxier l'animal si celui-ci est trop consommé. Puis, en fin de compte, il y a différents facteurs qui influencent cette toxicité de l'animal, soit les espèces, les ruminants sont beaucoup plus sensibles. Est-ce que c'est une exposition graduelle ou drastique? Est-ce que la consommation journalière, cette distribution, c'est quand c'est fait? C'est juste l'ensemble de la journée distribué équitablement ou c'est certains moments de la journée? L'âge de l'animal, les animaux plus vieux sont moins problème. Les stades physiologiques, sont-ils gestantes, non gestantes? L'état de santé ou d'autres causes qui pourraient entraîner une anémie, en fin de compte, comme des parasites, peut entraîner des anémies chez les animaux, fait que ça peut amplifier la réponse à un empoisonnement en nitrate. La ration alimentaire, s'il est bien balancée, est-ce que les aliments ont été dilués? Est-ce qu'il y a une présence de grains? Puisque la présence de grains, en fin de compte, d'amidon, va permettre aux micro-organismes du rumen de métaboliser les nitrates et les nitrites. Mais s'il y a une absence d'amidon rapidement fermentable, ça va être plus problématique. Et s'il y a d'autres formes d'azote aussi dans la ration qui va amener d'autres azotes et entraîner peut-être d'autres problématiques. Il y a deux types d'intoxication. La plus commune, c'est l'intoxication aiguë. Vous allez pouvoir observer chez l'animal, c'est une perte d'équilibre, des marches chancelantes, des vomissements, difficultés respiratoires, allaitement excessif parce qu'il manque d'oxygène, les muqueuses bleues-grises, puis même vous, si vous êtes intoxiqué au nitrate, vous allez voir vos ongles vont devenir noirs, en fait, quand vous allez se retrouver avec des plaques et un rythme cardiaque rapide et faible, des spasmes musculaires en tant que tel qui va arriver. Et habituellement, il y a une mort dans les 3 heures, enfin, c'est une mort assez rapide. Une intoxication chronique, c'est rare. Souvent, c'est associé à d'autres pratiques d'élevage qui sont déficientes aussi. Ça réduit le gain de poids, il y a des avortements précoces qui se passent, des naissances prématurées, une diminution de la CVAS. Puis juste pour vous rappeler ici, là, c'est tous des symptômes aussi des mycotoxines. Et c'est ça qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'aliments qui sont toxiques pour l'animal. Souvent, que ce soit les mycotoxines ou les nitrates, ont des symptômes qui peuvent s'appareiller similaires. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche systématique lorsqu'on essaie de détecter on voit ce type de problématique-là. Les bonnes pratiques, diluer les fourrages qui sont problématiques avec d'autres fourrages avec des niveaux de nitrates qui sont sécuritaires. Servir plusieurs repas par jour au lieu d'une seule ration, ce qui va éviter à l'animal de s'empiffrer d'un seul moment avec cet aliment-là. Et exposer graduellement les animaux, que ce soit au pâturage, il faut que ce soit fait de façon progressive. Il faut laisser l'animal de s'adapter, les micro-organismes de son domaine de s'adapter, qui soient en mesure de métaboliser les nitrates qui se retrouvent dans l'alimentation. L'autre chose qu'il faut rappeler, c'est les dangers lors de la fermentation et la production du dioxyde d'azote, c'est les gaz qu'on retrouve lors de la production des silos. Ça a des conséquences graves pour les humains. En fin de compte, on ne passera pas là-dessus pour les dangers, mais on parle de brûlures chimiques, de détresse respiratoire grave, un peu comme chez l'animal, une diminution de la capacité pulmonaire, puis finalement, le décès de la personne. Mesure de protection, aérer les silos avec le videur, qui n'est pas un gage de sécurité, juste pour vous rappeler. Ventiler la salle des mélanges. Si vous avez vos silos sont directement connectés à votre salle de mélange, il faut s'assurer d'avoir une bonne ventilation. Surtout lorsque vous venez de remplir vos silos, c'est là qu'il y a le plus de danger. Aller dans le silo au bon moment, toujours sous la surveillance de 2 personnes. Avoir des équipements de protection respiratoire. Utiliser un détecteur de gaz. Lorsque vous allez fermer votre silo, attendez pas au lendemain matin. Si vous avez fini de faire la récolte, allez fermer vos portes la journée même. Sinon, ne montez pas à l'intérieur de celui-ci parce que ça peut être très dangereux pour vous. Qu'est-ce qui est à retenir de tout ça? C'est simplement, il faut être capable d'identifier les conditions de croissance qui sont à risque. Si vous les récoltez dans les conditions de croissance, ça va être vraiment d'aller analyser les fourrages, soit avec, je recommande plus le suite test ou une analyse en laboratoire pour savoir qu'est-ce que c'est. Éviter tout simplement de récolter ces aliments-là dans cette période. Mesurer la concentration. Diluer les aliments, c'est coincé de ce type de problème-là, mais souvent, avec la période de fermentation, les fourrages ne devraient plus être problématiques en termes de quantité de nitrate. Et juste faire attention pour votre sécurité lors de la période initiale de fermentation de bien ventiler tous les milieux. Sur ce, ça finit la présentation pour cette semaine.